Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un défi un peu particulier, apprendre à décoder le langage secret des roches. C'est une question qui fait rêver, non? Imaginez un peu. Chaque caillou, chaque pierre qu'on croise est bien plus qu'un simple bout de matière. C'est en fait une sorte d'archive, un disque dur géologique qui n'attend qu'une chose, qu'on le déchiffre. Regardons cette roche par exemple, c'est une pegmatite. Ces cristaux immenses, là, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont le résultat direct de son histoire. Ils se sont formés au cours d'un long processus qui a trié, qui a sélectionné des éléments chimiques bien précis. Et c'est justement dans ce tri qu'on va trouver les indices pour lire son passé. Mais avant de plonger dans l'histoire d'une seule roche, il faut prendre un peu de recul. On doit d'abord comprendre comment la Terre, dans son ensemble, a organisé ses propres éléments à une échelle, planétaire. Alors c'est parti. Dans les années 20, un géochimiste du nom de Victor Goldschmidt a eu une idée, mais une idée vraiment géniale. Il a compris que les éléments chimiques ne sont pas juste jetés au hasard. Non, ils se comportent un peu comme des groupes d'amis, avec des affinités. Certains, on va dire, adorent le fer, d'autres préfèrent traîner avec l'oxygène, et ce sont ces amitiés chimiques qui ont sculpté la structure même de notre planète. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. On y voit comment ce tri a littéralement bâti la Terre. Prenez les sidérophiles, par exemple. Ce sont les éléments qui aiment le fer, comme l'or ou le nickel. Comme ils sont très denses, ils ont tout simplement plongé vers le centre pour former le noyau. Et à l'opposé, on a les lithophiles. Eux, ils aiment la roche. Ils sont beaucoup plus légers, alors ils ont flotté pour former la croûte, celle sur laquelle on marche tous les jours. C'est vraiment la démonstration parfaite de ce grand tri par densité et par affinité. Et justement, pour notre histoire, on va surtout s'intéresser aux lithophiles. Pourquoi ? Parce que ce sont eux les vrais personnages principaux. Ce sont les briques de base de la plupart des roches qu'on trouve à la surface. Leur affinité, leur amour pour l'oxygène les a poussés à s'assembler en structures assez légères qui composent l'essentiel de la croûte terrestre. Ok, on a vu le tableau d'ensemble. Maintenant, zoomons. Passons de l'échelle de la planète à l'échelle microscopique. On va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur même d'un magma qui refroidit, pour voir comment ce grand tri continue. Et là, on arrive au mécanisme clé, la cristallisation fractionnée. Il faut s'imaginer une grande soupe de magma en train de refroidir, mais tout doucement. Les minéraux ne vont pas tous se former d'un coup. C'est une sorte de balai, une séquence bien précise. Les premiers à se former vont accueillir certains éléments qui leur correspondent parfaitement, tandis que les autres, ils sont rejetés et ils vont se retrouver de plus en plus concentrés dans le liquide qui reste. Mais alors, comment ça marche ce tri ? Qu'est-ce qui décide si un élément a le droit d'entrer ou pas ? En fait, c'est tout bête, c'est une question de taille et de charge électrique. C'est vraiment comme essayer de placer une pièce dans un puzzle. Si la pièce n'a pas la bonne forme ou la bonne taille, elle ne rentre pas. Pour nos éléments, c'est pareil. Si leurs rayons et leur charge ne correspondent pas à l'emplacement dans le cristal, ils sont recalés. Voilà, ce visuel résume parfaitement la situation. D'un côté, on a les éléments dits compatibles. Le nickel, dans l'olivine, c'est l'exemple parfait. Il a la taille et la charge idéale, il s'intègre sans problème. Son coefficient de partage, le fameux D, est supérieur à 1, ce qui veut dire qu'il préfère de loin être dans le cristal solide. Et de l'autre côté, les incompatibles. Eux, ce sont un peu les exclus du groupe. Trop grands, trop petits, mauvaise charge, bref, ils ne rentrent pas. Résultat, ils restent dans le magma liquide et leur concentration ne fait qu'augmenter encore et encore. Et toute cette séparation entre les compatibles et les incompatibles, évidemment, ça laisse des traces. Et pas n'importe lesquelles. Ça crée une véritable signature chimique. Quelque chose d'absolument unique. C'est vraiment le point le plus important à retenir. À la toute fin du processus, quand presque tout a cristallisé, le peu de liquide qui reste est une sorte de concentré de tous les éléments qui ont été rejetés en cours de route. Cette composition finale, c'est une empreinte digitale chimique. C'est l'enregistrement complet de toute l'histoire de ce refroidissement. Bon, c'est super d'avoir une empreinte digitale. Mais une empreinte, ça ne sert à rien si on n'a rien à quoi la comparer. Comment savoir si elle est spéciale, inhabituelle ? Il nous faut une référence, une sorte d'étalon, de composition de base du système solaire pour pouvoir juger. Et cette référence, la voici, c'est la chondrite. Il faut voir ces météorites comme notre pierre de rosette géologique. Ce sont de véritables fossiles du système solaire à ses débuts. Surtout, elles n'ont pas subi le grand tri planétaire que la Terre a connu. Du coup, leur composition chimique, c'est notre point zéro, notre étalon, pour mesurer à quel point les roches terrestres ont été modifiées. Pour visualiser tout ça, les géochimistes utilisent des graphiques comme celui-là, qu'on appelle souvent des spidergrammes. Le principe est simple. On compare la concentration de chaque élément dans notre roche par rapport à la fameuse chondrite.
Et là, d'un coup d'œil, on voit tout de suite ce qui s'est passé. Pour cette roche, par exemple, on voit qu'elle est super enrichie en lantane, un incompatible, et au contraire très appauvrie en nickel, qui lui est compatible. Ah, là, l'histoire commence vraiment à se dessiner. Voilà, maintenant on a tous les outils en main. Alors concrètement, qu'est-ce que ces empreintes chimiques peuvent bien nous raconter? Prenons un exemple très concret, avec deux types de basalte. D'un côté, on a le basalte des dorsales médio-océaniques, le MMOR. Son empreinte est dite appauvrie. La raison? Le magma qu'il a formé vient d'une partie du manteau qui avait déjà fondu une première fois, et qui avait donc déjà perdu une partie de ses éléments incompatibles. De l'autre côté, on a le basaltyle océanique, comme à Hawaï, l'OIB. Lui, il est enrichi. Son magma vient d'une source bien plus profonde, plus primitive, qui n'avait pas encore beaucoup fondu. On a donc deux basaltes qui se ressemblent, mais leur chimie nous raconte deux histoires radicalement différentes. Pour résumer, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces techniques sont une véritable machine à remonter le temps. Elles nous permettent de reconstituer tout le parcours d'un magma, depuis sa source dans les profondeurs du manteau jusqu'à la surface. On peut comprendre les étapes de sa cristallisation, les températures, les pressions, et même savoir s'il s'est mélangé à autre chose en chemin. C'est un outil d'enquête géologique d'une puissance assez incroyable. Alors voilà, la prochaine fois qu'on croisera une roche, n'importe laquelle, il faudra se souvenir qu'elle n'est pas muette. Elle est le témoin, le livre d'une épopée chimique qui s'étend parfois sur des milliards d'années. Et le plus fou, c'est qu'il y a encore d'innombrables histoires, là, juste sous nos pieds, qui attendent simplement qu'on apprenne à les lire.